Aujourd'hui en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Lors de sa visite officielle en France le 29 avril et le 30 avril 2024, le président congolais a réalisé un entretien avec le journaliste Darius Rochebin pour le compte de la chaîne LCI. Après cet entretien, peut-on dire que les présidents africains ont brisé ces complexes et cette peur qu'ils avaient face à l'Occident et aux présidents des grandes puissances mondiales? Dans cet entretien, le président congolais évoque plusieurs sujets tabous, par exemple la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la question de la démocratie en Chine, le massacre rwandais à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi le comportement paternaliste des Occidentaux face aux pays africains. Revenons en arrière. Le 4 mars 2023, le président Emmanuel Macron fait une visite officielle en République démocratique du Congo. Et pendant cette visite, lors d'une conférence de presse, le président français Emmanuel Macron reproche au président congolais, notamment aux dirigeants ou à la classe politique congolaise, pas avoir été en mesure de maintenir la souveraineté de la République démocratique du Congo sur le plan sécuritaire, économique et administratif. Et il précise bien qu'il ne faudra pas chercher des coupables à l'extérieur de son propre pays. Donc il faudra bien regarder la gestion politique avant de critiquer ou avant de chercher des boucs émissaires. Et depuis 1994, c'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts, qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, c'est pas la France au dos de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous là. C'est une réalité aussi. Mais très clairement, sur cette situation depuis 30 ans, a pris un tour inacceptable. Le président Tshisekedi n'est pas resté silencieux face à cette réponse d'Emmanuel Macron qu'il a considérée comme une réponse paternaliste dans le but de donner une leçon politique. Mais le président Tshisekedi lui a fait comprendre que ces temps est révolu. Aujourd'hui, les pays africains sont souverains et ils sont capables de prendre des décisions économiques, politiques et administratives de leur propre pays sans pour autant avoir un conseil ou bien un avis des pays occidentaux. À l'africaine, enfin ce petit commentaire, pour dire que, voyez-vous madame, c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident. Votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter. On ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Peut-on dire que le président Félix Antoine Tshisekedi a mis sa vie en danger en répondant ainsi au président Macron? Nous allons revenir en arrière pour voir ce qui s'est passé avec le cas Thomas Sankara. En 1986, le président français François Mitterrand fait une visite officielle au Burkina Faso, précisément à Ouagadougou, pour visiter son homologue, le président Thomas Sankara. Lors de la conférence de presse, le président Thomas Sankara a tenu des propos anti-impérialistes et des propos qui allaient à l'encontre de la coopération France-Afrique. Mais nous avons vu immédiatement la manière et la réponse ironique et menaçante de François Mitterrand. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Hein? Non, c'est vrai, il vous titille, il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il ne vous laisse pas la conscience tranquille. Bon, alors moi, là-dessus, je suis comme lui, hein. Il faut qu'il sache que je suis comme lui. Moi, avec 35 ans de plus, alors ça lui donne l'avantage. Mais enfin, je suis comme lui.
il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut, enfin, à mon avis, hein, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience. Bon, cela dit, là où je le rejoindrai, c'est que s'il n'était pas comme ça, chef d'un État jeune, entouré d'hommes jeunes, avec des idées neuves, s'il n'était pas comme ça à 37 ans, dans quel État est-ce qu'il serait à 70? Bon, alors, je l'encourage, mais pas trop. François Mitterrand parle d'un chef d'État jeune, qui a 37 ans, et qui travaille avec des jeunes. Donc par là, il va parler d'une certaine manque d'expérience du président Sankara, et il estime que le président Sankara n'a pas sa langue dans la poche. Et cela pourrait être gênant pour les intérêts de la France-Afrique. Et après cette interview, beaucoup d'Africains considèrent que cette interview a été, cette conférence, cette réponse de Sankara et la contradiction de Mitterrand, a été l'élément marquant qui a conduit à l'assassinat du président Thomas Sankara. Revenons à notre sujet, le président Félix Antoine Tshisekedi. Oui, Thomas Sankara, c'était le XXe siècle. Aujourd'hui, les choses ont changé. Sur le plan géopolitique, sur le plan coopération, partenariat, le monde a changé. Le rapport de force mondial a changé. Est-ce qu'aujourd'hui, les Occidentaux sont encore capables de renverser un président juste parce qu'il a tenu des propos qui vont à l'encontre des intérêts des Occidentaux, des intérêts de la France-Afrique par exemple? Aujourd'hui, les choses se font différemment. Lorsqu'on s'attaque aux intérêts des Occidentaux, on voit que la stratégie elle est différente. On utilise aujourd'hui sanctions économiques mais aussi l'isolation au niveau des partenariats. Cela est fait dans le but d'enclaver totalement le pays afin qu'ils aient recours à l'aide des Occidentaux. En quelque sorte, c'est une manière de s'excuser ou bien de faire marche arrière ou soit de regretter les propos qui ont été tenus contre les intérêts des Occidentaux ou soit de la France-Afrique. On a vu ce que le Mali a subi, nous avons vu ce que le Burkina Faso, la Guinée, le Niger ont subi lorsqu'ils se sont détachés de la coopération France-Afrique, et il y a eu beaucoup de répercussions, des sanctions au niveau économique, commercial et administrative aussi. Lors de cet entretien, le journaliste Darius Rochebin évoque la volonté des Africains de traiter ou bien de collaborer avec la Russie malgré l'agression ukrainienne ou bien malgré la guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine. Bientôt, il y aura à nouveau un forum où les Africains seront conviés avec les Russes. Est-ce que vous irez? Oui, je vais m'y rendre. Oui. Ce sera peut-être en juin. Voilà. Pourquoi maintenir ce lien? Pourquoi est-ce que vous le maintenez, même si tant d'Occidentaux... À notre grande surprise, le président Tshisekedi répond calmement et il accepte ouvertement cette volonté, cet engagement des pays africains à vouloir travailler avec la Russie. Il évoque d'ailleurs le cas de la relation France-Israël. Aujourd'hui en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Aujourd'hui, nous savons que l'État d'Israël est condamné pour les agressions ou bien les actes qu'ils ont posés à Gaza. Mais aujourd'hui, il évoque très bien dans l'entretien que cela n'a pas empêché la France de rester amis ou de rester collaborateurs, donc de collaborer avec Israël. Donc cela est de même pour les pays africains, malgré le conflit ukrainien et le conflit qui fait face entre les Ukrainiens et les Russes, cela n'empêche pas aux Africains de travailler avec la Russie. Il y a une citation de Nelson Mandela qui dit « Vos ennemis ne sont pas forcément nos ennemis ». Donc par là, le président Tshisekedi a voulu montrer aux journalistes que les ennemis de la France ou les ennemis des Occidentaux ne sont pas forcément les ennemis des pays africains. Donc ça veut dire qu'on est dans une démarche où chacun cherche son intérêt, des intérêts politiques, économiques et administratifs et consorts. Donc, le président Tshisekedi explique très bien que le lien d'amitié est maintenu entre la Russie et la RDC, par exemple, dans ces cas, parce que
la RDC est un pays souverain. Lorsqu'on parle de la notion de la souveraineté, donc on voit aussi la capacité de prendre ses propres décisions. Donc cela passe aussi par le fait de choisir ses amis, de choisir ses collaborateurs, de faire ses propres choix. Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Et parce qu'eux le maintiennent aussi. Les Russes veulent de l'amitié avec l'Afrique et avec la RDC. Pourquoi est-ce qu'on va leur refuser? Il n'y a pas de raison. On lui pose la question concernant le sommet Russie-Afrique. Et le président Tshisekedi répond clairement qu'il sera présent au sommet Russie-Afrique en juillet 2024. Donc le sommet Russie-Afrique aura lieu au mois de juillet 2024 à Saint-Pétersbourg en Russie. D'ailleurs, ce sommet Russie-Afrique a été mis en place par Vladimir Poutine dans les buts, on sait que dans les buts de contrer la progression et le développement de la France-Afrique. Donc la Russie voulait aussi entrer dans le marché africain, venir collaborer, venir entrer par la grande porte afin de trouver, de gagner des marchés de façon légale et officielle, mais aussi de développer des collaborations militaires et sur le plan sécuritaire. Soulignons d'ailleurs que depuis le début de l'offensive en Ukraine, en février 2022, la Russie s'est vue isolée. Mais malgré cette isolation, la Russie a organisé son deuxième sommet Russie-Afrique en 2023 et on a vu que ce sommet a connu un grand succès. Il y a eu 49 pays africains qui étaient présents, dont 17 chefs d'État africains qui étaient réunis à Saint-Pétersbourg le 27 et 28 juillet 2023. Cela montre aussi en quelque sorte la volonté des pays africains à vouloir récupérer leur souveraineté, à vouloir prendre leurs propres décisions sur les plans politiques, militaires, stratégiques et commerciaux. Le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? Ça, c'est une bonne question. Les islamistes, d'abord, ils ne sont pas désirés. La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc, je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Voilà. Le président congolais précise très bien que la Russie et la Chine viennent par la grande porte. Donc, cela veut dire qu'ils viennent de façon officielle, de façon claire, et ils ont un objectif au fait pour gagner le marché dans le continent africain. Donc le but est de faire du profit, le but est d'entrer dans la concurrence et de vouloir bénéficier des richesses africaines de façon légale en payant et en donnant le montant exigé par les pays africains. Par là, il pointe du doigt le comportement de certains pays occidentaux qui viennent s'aimer le trouble dans le continent africain. Voilà, s'aimer le trouble, c'est-à-dire qu'ils créent des guerres secrètes, des conflits qui vont détruire des nations, détruire des populations, juste pour leurs propres intérêts. C'est-à-dire qu'ils veulent profiter des biens de ces pays parce qu'ils ne veulent pas entrer dans la concurrence et de payer le prix exigé par ces pays. Donc, ils utilisent des guerres, des conflits, mais aussi des coups d'État militaires et autres pour forcer la main des dirigeants africains à leur donner gratuitement, presque gratuitement, les richesses de leur pays. Cela est dommage. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors, il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? La grande question, la question de la démocratie. Donc le président congolais a posé une grande question, une bonne question. Voilà, quelle est selon vous la définition de la démocratie? Aujourd'hui, la définition de la démocratie n'est plus la même parce que aujourd'hui, on voit que les nations, les pays s'adaptent en fonction des conflits, en fonction des problèmes qu'ils ont dans leur pays, dans la politique interne et la politique externe de leur pays. Et ces pays cherchent à s'adapter en fonction de ce qui sera le mieux pour leur situation politique et sociale.
ce qui est remarquant, on peut voir que le président Tshisekedi, il a donné l'exemple de la Chine. Donc il a dit qu'il a sondé, voilà, pendant sa visite officielle en Chine, quelques Chinois qui étaient autour, voilà, quelques hommes d'affaires. Et ils ont donné une réponse comme quoi ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans leur système. Donc moi je pense que lorsque les habitants, voilà, d'un pays sont heureux de vivre dans leur système, ils ont la paix, ils ont un bon social, ils ont voilà, un pays moderne, voilà, ils ont des institutions qui sont fortes. On peut dire que voilà, ces gens-là vivent, ils sont heureux, ils ont la liberté d'expression, voilà, ils peuvent s'exprimer sur la vie politique, ainsi de suite. C'est déjà assez. Donc après, le bonheur des uns, voilà, ne peut pas être identique, voilà, au bonheur des autres. Donc la démocratie est un peu subjective. Pour contredire le président Tshisekedi, le journaliste a évoqué la manifestation de Tiananmen à Pékin. Ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voyez-vous ça? Non, je ne sais pas, sincèrement. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Oui, il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? N'y en a-t-il pas eu? Vous croyez vraiment qu'on a enterré les gens comme à Tiananmen au bord des routes et de cette façon-là, qu'on écrase Vous avez des preuves de tout ça. C'est grave ce que vous dites. Est-ce que ça montre... Moi, je n'ai aucun élément pour dire ce que vous dites. Pourtant, j'ai longtemps vécu en Belgique. J'étais en Belgique à ce moment-là. Je n'ai pas vu ça. Donc, moi, je n'ai pas parlé de ces choses-là. Je vous ai dit... moi, je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Ouais. Donc, moi, je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Évidemment, on pensera que c'est un irrespect des victimes parce que ce sont quand même des crimes très graves qui ont été commis. Preuve qu'il y a des... Vous êtes libre de penser, c'est votre liberté à vous, mais évidemment, vu d'Occident, on se dit que le Sud global est en train de faire reculer. Voilà, cette manifestation de Tiananmen, c'est quoi cette manifestation? C'est une manifestation qui a eu lieu à Pékin le 15 avril 1989 et qui a pris fin le 4 juin 1989. Et cette manifestation a eu lieu sur la place de Tiananmen, dans la capitale de la République populaire de la Chine, et elle s'est conclue par une vague de répression. Donc c'était un mouvement des étudiants, des intellectuels et des ouvriers chinois qui dénonçaient la corruption et demandaient des réformes politiques et démocratiques. Et la contestation a commencé à toucher les grandes villes comme Shanghai jusqu'à arriver dans la ville de Pékin qui était la capitale. Donc il y a eu des grèves de faim, mais après plusieurs tentatives de négociation entre l'État et les manifestants, il n'y avait pas de solution. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement chinois a instauré la loi martiale, donc le 20 mai 1989. Et en se fondant sur cette loi martiale qui était entrée en vigueur le 20 mai 1989, l'armée chinoise intervient le 4 juin 1989, voilà, pour déloger les manifestants sur la place Tiananmen. Et cela a causé, il y a eu plusieurs morts, des centaines de morts, des centaines de Chinois qui ont perdu la vie ce 4 juin 1989. On peut voir que voilà, c'est un contexte qui a lieu au XXe siècle. Aujourd'hui, les enjeux sont différents. Je ne vois pas un pays aujourd'hui, avec la montée des réseaux sociaux, des médias, massacrer des milliers et des centaines de personnes aujourd'hui. Mais après, on dit que l'histoire est un éternel recommencement. Donc cela peut encore arriver aujourd'hui. Donc c'est des choses à éviter. Mais le président congolais a fait une opposition entre le massacre ou bien la manifestation de Tiananmen, voilà, qui était un mouvement social, avec le mouvement social qui a eu lieu en France avec le mouvement des Gilets jaunes. Donc il a fait comprendre aux journalistes que voilà, dans le mouvement Gilets jaunes, la France étant un pays démocratique, la France a procédé par la répression de ces personnes qui manifestaient. Donc le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement de protestation spontanée, non structuré qui est apparu en France en octobre 2018. Dans ce mouvement, les manifestants protestaient contre la hausse des prix des carburants, issue de la hausse de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Les manifestants demandaient aussi un référendum d'initiative citoyenne, mais aussi la démission du président Emmanuel Macron, mais aussi le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Ils ont été réprimés brutalement, et dans le bilan de cette manifestation, on voit qu'il y a eu 11 morts dans un pays démocratique qui ont été tués par des policiers, et on a eu 25 800 blessés
Voilà, et on a eu 12 107 interpellations de la police. Donc, suite à cette manifestation et au bilan qu'on vient d'évoquer, peut-on dire que la France est un pays totalitaire ou un pays dictatorial? Non, la France est toujours un pays démocratique, mais ils se sont adaptés à une situation, à un problème. Ils ont agi de la sorte pour retrouver peut-être le calme social ou bien d'éviter l'explosion ou bien des conflits intenses au niveau national. Mais lorsqu'un pays africain intervient, donc on n'encourage pas le mal, on n'encourage pas les morts, mais ça peut arriver des conflits dans des pays africains ou autres. On voit que les pays occidentaux tapent immédiatement sur les pays africains en invoquant l'absence du droit de l'homme, de la liberté d'expression, le droit de manifester, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand c'est en Occident, cela est normal, cela ne pose pas de problème, cela ne gêne personne. Donc je précise bien que cela ne doit pas encourager les pays africains à tuer des manifestants ou autres, au nom de, de la répression ou bien de vouloir rétablir l'ordre public. Cela n'est pas une raison, donc il y a toujours des façons, de manière à remédier à cela et à trouver une paix sociale équitable. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, occidentaux, actuellement, selon vous? Mais bien sûr. On ne comprend pas très bien les réalités africaines. Et c'est vraiment dommage, parce que moi, j'ai toujours dit que l'Europe, par exemple, c'est le meilleur partenaire de l'Afrique, par son histoire et aussi par sa position géographique. Nous sommes deux continents qui sont très proches. Mais c'est étonnant de voir comment nous sommes très loin par rapport aux cultures. Mais comment, pardon, Monsieur le Président, comment soutenir ça? On ne peut pas comprendre qu'on vienne nous donner des leçons, par exemple, sur les droits de l'homme. Donc le président congolais a bien précisé que la Russie et la Chine progressent effectivement dans les affaires en Afrique, parce qu'ils viennent sans arrogance et ils viennent par la grande porte. Donc c'est-à-dire qu'ils viennent de façon officielle, comme on l'a évoqué. Donc ils ne viennent pas avec des prétentions, nous, on vous a colonisé, on a droit d'avoir telle chose, tel droit et tout ça. On doit avoir des dérogations, des exonérations, des taxes et consorts. Ils ne viennent pas avec des leçons comme quoi, c'est nous, on vous a appris telle chose, on est comme ça, on est 5e puissance mondiale, on est première puissance mondiale, ainsi de suite. Ils ne viennent pas avec ces prétentions. On sait que la Chine est puissante économiquement, militairement. On sait que la Russie est puissante économiquement, militairement, et on le sait. Mais ils évitent de venir avec ces discours. Donc ils viennent pour un partenariat gagnant-gagnant. Aujourd'hui, l'Est de la République démocratique du Congo est attaqué par des groupes rebelles, notamment le M23. Et ces groupes M23, nous avons vite compris que c'était le Rwanda qui était derrière ces groupes armés et qui les poussait à massacrer, à tuer des Congolais. Mais derrière ces massacres, le Rwanda bénéficiait, exploitait de façon illégale des mines congolais. Et aujourd'hui, malgré que les pays occidentaux, le monde entier sait que c'est le Rwanda qui agresse la RDC, mais aucun pays occidental ne parvient à le dire publiquement et de façon officielle et à pointer exactement du doigt le Rwanda. Tous les pays occidentaux les puissants restent calmes. Donc c'est pourquoi on parle de complicité dans ces génocides congolais. On ne sait plus compter les nombres de morts à l'est de la République démocratique du Congo. Un conflit qui a commencé depuis les années 1997 et aujourd'hui on est aux alentours de 6 millions de morts. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a en quelque sorte deux poids, deux mesures. On voit que lorsque l'Ukraine est attaquée par la Russie, tout le monde se met derrière l'Ukraine. On encourage les autres pays à soutenir l'Ukraine, à vouloir donner de la force à l'Ukraine. Mais lorsque le même problème s'est produit en Afrique, où on voit que le Rwanda attaque l'est de la RDC, de la République démocratique du Congo, et là, c'est silence total, personne ne parle. Sur votre sol, qui sont très visiblement utilisés via le Rwanda et commercialement par Apple. C'est une plainte que vous, l'État congolais, vous avez déposée, n'est-ce pas? Que fait Apple exactement? Expliquez-nous, selon vous, ce qu'il est en train de faire. Mais il fabrique des téléphones. Vous avez sûrement un téléphone Apple.
Ça veut dire que dans l'iPhone que nous possédons, il y a du sang des victimes congolaises. Et ça, vous en êtes sûr? Certains. C'est documenté, mais enfin, pour Apple, moi je ne est-ce que les gens d'Apple sont conscients de cela? Le président congolais précise bien que les minéraux congolais terminent dans les firmes multinationales, voilà, européennes, occidentaux. Donc la guerre du Congo profite à des puissants, voilà, le génocide du Congo profite à des puissants, à des firmes, à des nations, voilà, à des grands chefs d'entreprise qui profitent de cette guerre-là. Parce que ces puissants utilisent le Rwanda qui va faire la guerre via le M23 à la République démocratique du Congo. Et Rwanda va récupérer les minéraux qui sont volés, qui sont exploités en RDC pour aller préparer au Rwanda. Puis ensuite, il y a les firmes qui passent via le Rwanda pour récupérer ces minéraux et les amener dans des grandes sociétés comme Apple. D'ailleurs, selon un rapport de l'AFP et les avocats mandatés par la RDC, conclut que les minéraux qui seraient volés en RDC durant les guerres sont transportés hors de la RDC et notamment vers le Rwanda où ils seraient blanchis. Et ensuite, des sociétés comme Apple passent par le Rwanda pour acheter de façon illégale les minéraux congolais pour fabriquer les iPhones, les tablettes, ainsi de suite. Donc, dans ces tablettes, comme le dit le président Tshisekedi, dans les tablettes, dans les iPhones et consorts, il y a un peu du sang congolais dans ces objets-là. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir. Nous avons besoin de vous. Bientôt, nous allons atteindre 1000 abonnés. Je sais que c'est peu, mais nous pouvons faire mieux. Donc, je compte sur vous, la communauté, pour vous abonner et soutenir notre chaîne Terre Africa.